L'actualité en Syrie est extrêmement dense et pas plus tard que dans la nuit du 9 au 10 décembre, l'armée israélienne, mais également les États-Unis, ont annoncé avoir fait de nombreuses frappes. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. L'objectif de cette vidéo est de revenir sur les images de Hadis qui ont été observées fin novembre et début décembre, avant la chute de Bachar. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons réagir à ces images qui ont été publiées sur Internet en cette fin novembre 2024. Il s'agit de la Syrie et il s'agit surtout de Hadis, le fameux phacochère, comme il est surnommé, qui vole depuis plus d'une cinquantaine d'années et qui là est dans son domaine d'excellence, la basse altitude, apparemment pour faire de l'appui-feu. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ces images de Hadis américains ont été tournées en Syrie en cette fin 2024. Essayer de comprendre c'est en rapport avec les percées qui ont eu lieu contre les différentes coalitions contre le régime de Assad, voir ce qu'ont déclaré les sources américaines à ce sujet, et donc d'avoir un plan où dans un premier temps on revient sur cet avion absolument mythique qui est un des seuls avions monomission de l'US Air Force, à savoir monomission pour faire de l'appui-feu pour les troupes au sol, qu'on appelle le CAS. Et après, regardez un petit peu ces images dans le détail, qu'est-ce qu'elles peuvent nous permettre d'en conclure. Et clairement, ces images-là, ce n'est pas une passe d'attaque, mais j'en dis pas plus. On rentre dans le détail après le jingle. Roger, ball. Si vous appréciez l'aviation, vous connaissez forcément le A. A, c'est pour assaut, pour l'attaque. A10 Thunderbolt 2. Alors, pourquoi le 2? Comme on a le Lightning 2, qui est le F-35, le 2, c'est parce qu'il y a déjà eu un Thunderbolt 1, qui était le P-47. Et plutôt que remplacer le P-47, même si l'idée est là, l'idée du A10, c'était de remplacer le A1 Skyraider, qui a fait des carnages au Vietnam, notamment avec l'utilisation du napalm, et qui est utilisé notamment pour le combat Search and Rescue ou pour l'appui-feu. Alors, le fabricant du A10, c'est Fairchild Republic, du nom de Sherman Fairchild, à qui l'on doit le premier cockpit fermé des États-Unis, mais également le premier train hydraulique. Fairchild Republic a existé de 1925 à 2003. En 2003, ils ont fait faillite. Ils ont été rachetés par M7 Aerospace. Et accrochez-vous bien, en 2010, M7, ils se sont fait racheter par la branche américaine de Elbit Systems, Elbit étant israélien. Voilà. Toujours est-il, notre Warthog, ou le Hog comme il est surnommé, le phacochère, c'est un avion assez particulier. Comme vous le savez, il a été fabriqué, pensé autour d'un canon. Le GAU-8 Avenger. Rien à voir avec les Marvel, mais là c'est du 30 mm et vous avez quand même 1174 obus de 30 mm. Prenez un Rafale, on a 125 obus. C'est pas tout à fait pareil. Mirage 2000, ceux qui ont des canons, on va avoir 2 fois 125 obus, par exemple en super étendard, pareil. La cadence de tir, après réflexion, ils sont arrêtés à 3900 coups par minute, ce qui vous donne 17 secondes de feu continu, ce qui est 5 à 6 fois supérieur à ce qu'on a sur les autres avions de combat. C'est absolument énorme. Surtout que vous allez mixer les obus pour avoir des obus perforants, mais également des obus incendiaires. Et puisqu'on en est à parler des obus de Hadis, vous avez forcément entendu parler des obus à l'uranium appauvri. Alors déjà, ces obus, ça fait dans les 400-430 grammes. Ça fait environ 20 cm. Pour ça, l'uranium appauvri, vous allez avoir la douille qui va être en aluminium pour gagner en poids. Par contre, on va utiliser l'uranium appauvri au niveau de l'avant pour la pénétration. Parce que l'uranium, accrochez-vous bien, c'est un des matériaux qui a la masse volumique la plus forte au monde. Donc c'est ultra dense. Et en plus, ça a tendance à s'enflammer à l'impact. Le problème, c'est que bien que ce soit appauvri et que vous avez environ 40% de radiation de moins que de l'uranium normal, au moment de l'impact, ça va faire des fumées, ça va faire de la poussière et ça va faire de la radioactivité qui, derrière, pourrait poser des soucis. Alors, on sait de sources américaines qu'entre le 16 et le 22 novembre 2015, ces fameux obus ont été utilisés par des Hadis, 5265 pour être précis, contre des camions-citernes
utilisés pour la contrebande de l'État islamique. Donc ils ont déjà été utilisés en Syrie. J'étais dans la région à cette époque-là en plus, mais moi côté Irak, je suis pas allé en Syrie. Notre canon, il est absolument énorme. Regardez par rapport à une coccinelle, il fait 6 mètres de long. Le canon en lui-même fait 2,85 m et on est sur une masse à vide de 281 kg. Maintenant, autre spécificité du A10, il a été réfléchi pour découper les chars et il a surtout été réfléchi pour pouvoir encaisser des coups, et ce jusqu'au 23 mm. Le pilote est dans une sorte de baignoire en titane. Vous avez 540 kg de titane dans l'avion. Généralement, on ne s'amuse pas à alourdir les avions ou à les blinder par plaisir. Et au niveau des réacteurs, ils sont à l'arrière protégés et vous avez de la redondance partout. L'avion est même pilotable en cas de panne hydraulique totale. Ça nous fait quand même un bébé à vide de 11 tonnes, la masse d'un super étendard au décollage ou d'un Rafale à vide. Et au maximum, on monte à quasi 21 tonnes. Et nos moteurs sont des TF34 qu'on retrouve également sur le S3 Viking qui faisait de la chasse aux sous-marins dans la Navy pendant la guerre froide. Vous voyez que les réacteurs sont derrière, sont surélevés. Le but, c'est de réduire leur signature infrarouge pour éviter d'attirer les missiles courte portée, ce qu'on appelle les SATCP, solaire très courte portée, les Manpad. Ce bestiau, il va pas aller très vite, c'est un phacochère, il va faire du 300 nœuds, 500 km/h, donc il va être bien plus lent qu'un avion de combat, et surtout, il n'est pas omnirôle, il ne peut pas tout faire. Néanmoins, on peut mettre des Sidewinder pour qu'il puisse se protéger contre une menace air. Donc si vous êtes chasseur, vous voyez un A10, passez pas devant en vous disant il peut rien me faire, ça se trouve, il va vous tirer un missile air à quelques kilomètres. Par contre, pour de l'attaque au sol, canon. Et après, derrière, avec le passage du A10A au A10C, vous avez eu toute la gamme d'armes de précision, qu'elles soient guidées directement par le pilote ou alors guidées par laser. En termes d'avions, ça a été produit de 72 à 84, il y en a 716 qui ont été fabriqués. Opérationnel dès 1977, ça fait donc 52 ans qu'il y a des A10, au début les A10A, et ensuite les A10C au début des années 2000. Certaines versions existent, ce sont des OA10 pour permettre aux pilotes d'avoir un meilleur système de communication et d'observation pour être ce qu'on appelle FAC-A, FAC Airborne Forward Air Controller, pour pouvoir guider les frappes d'autres avions, amener l'appui-feu. Pendant la guerre du Golfe, il a connu le combat, le A10 forcément. Il y a d'ailleurs eu des cas de tirs fratricides contre les Britanniques lors de l'invasion d'Irak en 2003. C'était le 28 mars où un militaire britannique est décédé, 2 véhicules avaient été détruits. Ça avait fait grand bruit à l'époque, il y avait eu 5 blessés également derrière. Vous l'avez forcément vu au cinéma, soit dans Jared en 2005, soit dans Transformers avec une scène de closer support d'appui-feu sur laquelle on pourra revenir en détail si vous le souhaitez en début d'année. Dans Terminator Salvation, également du A10, sans oublier dans L'Homme de Fer, où ils viennent faire de l'appui-feu contre les extraterrestres. On le voit assez bien dans les films, son talon d'Achille c'est sa basse vitesse et le fait que souvent il se rapproche. Pourquoi il va se rapprocher? Parce que là où le F-16 ou le Rafale, les Mirage 2000 vont avoir pour consigne de rester à distance de l'adversaire pour éviter d'être touché par de l'arme légère. Comme le A10 est blindé contre ces armes légères, le décideur l'autorise à se rapprocher plus pour être plus précis, plus percutant, mais du coup augmente la prise de risque pour ces avions. En parlant d'avions, en 2017, les derniers chiffres en source ouverte que j'ai trouvés, il y en avait 282 des A10C, 141 pour l'USAF, l'armée de l'air américaine, 55 pour l'Air Force Reserve Command et 86 pour l'ANG, l'Air National Guard. Vous vous rappelez peut-être Rambo, c'était la garde nationale qui était à sa recherche dans la forêt. Alors une fois qu'on a dit tout ça, que se passe-t-il actuellement en Syrie? Je peux faire une vidéo dédiée, si ça vous intéresse, dites-le moi, on attaquera ça tranquillement dans les semaines qui viennent. Mais à l'heure actuelle, les Américains disent qu'ils aident qui? Ils aident les SDF. Je vous arrête tout de suite, Syrian Democratic Forces. Et c'est un peu les Américains qui ont créé tout ça. Mais on n'est pas là pour entrer trop dans le détail de la genèse des SDF. Les SDF, ce sont principalement des Kurdes. J'ai bien dit principalement car il y a un peu de tout. Il y a tellement un petit peu de tout, que d'après les Turcs, il y a les unités pour la libération du peuple, les YPG, et pour les Turcs, membres de l'OTAN, ce sont les terroristes. Vous voyez, ça commence à devenir compliqué. Vous avez des rebelles de différentes branches, vous avez des Arabes, vous avez des catholiques, vous avez des Kurdes, bref, il y a un panaché assez complexe et qui évolue rapidement. Oui, en effet, Guillaume, je me suis entretenu avec le haut responsable sunnite de Beyrouth-Est et il ressort que la situation maintenant est fort claire. En effet, si les maronites modérés du sud Liban redonnent aux alaouites du mouvement dur le contrôle du nord de Beyrouth-Ouest, ils ne s'opposeront pas à ce que les chiites Amal demeurent à l'extrême est de Beyrouth-Sud. Reste à savoir toutefois ce que les Kurdes du mouvement Kahal feront avec ou sans l'aide des moudjahidines sunnites du clan Afat. Dans tous les cas, ça a été formé en 2015.
Et quelques jours seulement après, les Américains ont largué à ces SDF 50 tonnes de munitions et après ont même envoyé des forces spéciales, une cinquantaine pour les former, les accompagner, les aider. Et plus tard, ont continué à envoyer des hommes pour les aider et les former. Les Américains ont également fait de l'appui-feu au profit des SDF. Et après, derrière, même les Russes, en février 2016, ont soutenu les SDF par de l'appui-feu avec leurs forces aériennes. Par contre, il est déjà arrivé que la Turquie, encore une fois membre de l'OTAN, ait bombardé les SDF lors de certaines de leurs avancées. Donc vous voyez, c'est extrêmement compliqué. Si vous voulez rajouter une petite couche par-dessus, Amnesty International, il y a quelques mois, a fait un rapport critiquant les SDF en disant qu'ils détenaient 56 000 prisonniers, hommes, femmes, enfants, dont 30 000 enfants dans différents camps, 27 camps, qu'ils étaient tous suspectés, les prisonniers, d'appartenir ou d'être en lien avec l'État islamique et que c'était pas bien parce qu'ils n'avaient pas de procès. Pour finir sur les SDF, en 2018, en mars 2018, on retrouve en source ouverte une déclaration de notre président Macron qui dit vouloir envoyer des troupes françaises avec les SDF alors qu'à ce moment-là, les Turcs leur tapaient dessus. Si on veut résumer ou simplifier à l'extrême, les SDF ont plutôt tendance à vouloir faire la guerre à l'État islamique et à récupérer une zone dans laquelle ils vont pouvoir vivre, plutôt qu'à chercher à renverser le gouvernement d'Assad à court terme. Pour en revenir sur les Américains dans la zone, ils sont présents depuis des années. Vous avez plus de 900 Américains en source ouverte présents en Syrie, sans invitation officielle du gouvernement syrien. À partir de là, les Hadiths ont été observés du côté de Deir ez-Zor. On est environ à 150 km en cette fin novembre de l'endroit où se faisait de la grosse avancée contre les forces du gouvernement Assad. Et d'après les sources américaines, cet appui-feu a eu lieu pour aider les SDF contre l'État islamique, qui n'a pas disparu, qui est encore présent sur zone, et qui profitait un petit peu de la situation, encore une fois d'après les sources américaines, d'un point de vue militaire. Les Américains annoncent donc que ces frappes ont eu lieu pour aider les SDF contre l'État islamique et non pas contre le régime Assad, et il n'y a absolument aucun moyen à l'heure actuelle en source ouverte de vérifier ces propos. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est regarder un petit peu ces images. Comme vous pouvez le voir, le Hadith est à basse altitude, il fait des virages à gauche à droite, et derrière il y a le lançage de leurre, ce qu'on appelle du leurre préventif, pour créer une source infrarouge qui va gêner une source d'acquisition infrarouge, comme par exemple un système très courte portée, qui en plus est gêné par la durée de vie de sa pile. Donc vous voulez faire ça pour dégoûter, pour empêcher un opérateur de système solaire d'ouvrir le feu sur vous, car il n'est pas sûr de réussir à accrocher vos réacteurs comme vous envoyez par séduction des leurres thermiques infrarouges qui attirent son autodirecteur. Maintenant, pourquoi faire du survol basse altitude ? 9 fois sur 10, c'est pour du show of force. Vous avez le show of présence, où vous allez descendre un petit peu, faire du bruit, mais pas aller trop bas, rester au-delà de la portée d'engagement des armes légères. Et vous avez le show of force, où là vous descendez à basse altitude, vous survolez éventuellement la position des ennemis pour leur dire « Eh, là vous arrêtez, sinon le coup d'après je viens et je vous traite. » Je vous traite avec quoi ? Soit du canon, soit de la bombe, soit de la roquette, dans le cas du Hadith. Maintenant, descendre comme ça, c'est prendre des risques. Il faut donc l'autorisation du politique de le faire. Et c'est en permanence cette balance, on aime bien parler de maîtrise des risques aéronautiques, entre l'effet militaire que va nous permettre d'atteindre cette descente et ce survol basse altitude versus la prise de risque encourue pour notre vecteur. Comme vous pouvez le voir, on ne voit qu'un seul Hadith. Le deuxième est probablement sur la wheel, comme on dit, en hauteur, en train d'observer. Et il faut savoir que les Hadiths, c'est des petits coquins. Pourquoi est-ce que c'est des petits coquins ? Parce qu'on les a déjà vus au combat faire des tactiques où un descend et fait la chèvre. Il descend, il est là, il se montre, et il amène les adversaires, du coup, s'ils sont un peu trop agressifs, à ouvrir le feu sur lui. Et le collègue qui est au-dessus, avec ses pods, avec ses yeux, il va regarder ce qui se passe, il va voir d'où part le coup, et là tout de suite, c'est règle d'engagement, self-defense, autodéfense, ou autodéfense élargie, pouf, il arrive, il pique, il punit. Pourquoi je vous dis il pique ? Parce que quand vous êtes en passage, comme on le voit, à plat, vous ne pouvez pas viser et tirer. Pour pouvoir tirer canon, le Hadith se doit de piquer. Entre, pour faire simple, 10 et 30 degrés. C'est généralement ce qu'on va retrouver. Plus vous piquez fort, plus l'avion risque d'accélérer, plus c'est compliqué, mais plus votre passe est précise et moins longtemps vous vous exposez au tir ennemi. Plus votre passe est plate, plus elle est facile à faire, plus votre strafing est dans la durée, mais plus c'est facile à contrôler. À côté de ça, si vous voulez tirer de la bombe ou de la roquette guidée laser, généralement, ça peut être une passe piquée, désignation, ressource, la bombe part, ou la roquette part et après vous ressourcez, ou alors vous êtes à plat,
Au-dessus de 3000 mètres, vous tirez votre bombe et avec vos systèmes embarqués, vous guidez cette bombe ou les troupes au sol guident les bombes. Mais là, il faut qu'il y ait des forces spéciales et de la communication, donc de la radio. Autre possibilité, c'est un drone qui dit votre bombe, mais il faut être en contact radio avec ce drone pour s'assurer que la longueur d'onde du laser est la bonne entre ce que vous avez mis sur votre bombe et ce qui est envoyé vers la cible, car il y a de multiples fréquences différentes et il faut que ça soit coordonné. La communication, c'est la base de l'appui-feu. Donc en définitive, ces images nous permettent de savoir que les Américains sont toujours présents en Syrie, sont toujours actifs, font des passages à minimum bas dans la région de Deir ez-Zor. D'après les sources ouvertes, il semblerait qu'ils aient fait des passes canons. C'est possible de faire passes canons et après de continuer à basse altitude et de faire des jinks. Pourquoi pas? Ça peut servir également à s'éloigner d'une zone plutôt que de remonter tout de suite et de montrer son arrière à d'éventuels adversaires. Donc il peut être possible de faire piquer, passe d'attaque, je continue et je fais ce qu'on appelle un egress, je m'enfuis à basse altitude avant de remonter plus tard, même si généralement c'est je pique, je tire, je remonte, je retourne en altitude, je reviens, je repique et ainsi de suite, faisant un circuit, ce qui permet toutes les 2-3 minutes grand maximum d'appuyer les troupes au sol, c'est ce qu'il y a de plus efficace. En définitive, ce que tout cela nous montre, c'est qu'il se passe des choses un peu partout sur Terre, que maintenant, grâce à Internet, on arrive à en sortir des images, ce qui permet de réagir un petit peu et d'essayer de se créer une conscience de la situation, mais qu'encore une fois, porte fermée, il y a de nombreuses réunions qui nécessitent un degré de classification que l'on n'a pas, et avec toutes les forces et tous les intérêts en présence en Syrie, bien malin, celui qui, grâce aux sources ouvertes, pourrait prédire ce qui va se passer dans les prochains mois. Pour rappel, la Syrie avait vu le raid Hamilton il y a quelques années fait par l'armée de l'air et de l'espace, où les Mirage 2000-5 avaient ouvert le chemin, où derrière l'armée de l'air et les Rafales avaient pu ouvrir le feu, le tout coordonné avec la marine. Ça avait permis à l'armée de l'air de montrer son niveau d'excellence en termes de projection de puissance. Si ça vous intéresse qu'on revienne dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, je vous dis à très vite sur la chaîne, peut-être à bientôt, pourquoi pas en webinaire. Et d'ici là, fly safe. Have you ever killed anyone? Yeah, but they were all bad.